Ils se sont moqués de moi pendant tout le dîner. Vers minuit, ils paniquaient. Personne ne panique à cause d'une femme qu'ils croient réellement impuissante. Quand j'ai envoyé un message à ma famille, ne nous invitez plus jamais. Nous ne sommes plus votre blague. Je m'attendais à de la colère. Ce que j'ai eu à la place, c'est de la terreur. Mon beau-frère Prescott m'a appelé 13 fois en 4 minutes. Ma mère a commencé à sangloter si fort que ses mots sortaient en morceaux. Ma sœur Dia a hurlé une seule question sur ma boîte vocale. Non pas comment as-tu pu, non pas qu'est-ce qui ne va pas chez toi, juste qu'est-ce que tu as fait? Je me suis assise dans ma cuisine sombre à 10h47 du soir, le soir de Noël, avec mes enfants endormis à l'étage, et un dossier d'enquête fédérale de 2 pouces d'épaisseur étalé sur la table devant moi. Et j'ai regardé cette question sur mon écran pendant un long moment. Qu'est-ce que tu as fait? Comme si j'étais celle qui avait fait quelque chose. J'ai presque répondu la vérité. Je lui ai presque dit exactement ce que j'avais passé 6 mois à construire. Document par document, société à responsabilité limitée par société à responsabilité limitée, fausse signature par fausse signature, dans un bureau à 17 étages au-dessus de la rue, pendant qu'elle participait à des déjeuners de charité. Des week-ends au spa et des fêtes de Noël annuelles où elle s'assurait que ma fille n'ait rien sur les genoux pendant que chaque cousin dans la pièce se noyait sous le papier cadeau. Je n'ai rien écrit. J'ai juste souri à mon téléphone dans le noir. La façon dont vous souriez quand une longue histoire trouve enfin sa fin. Ensuite, je suis monté à l'étage, j'ai vérifié mes enfants, je les ai regardés respirer, et je suis allé me coucher en sachant que le lendemain à midi, le nom de Prescott Hale figurerait sur une assignation fédérale. Mais je dois vous raconter comment nous en sommes arrivés là, car la fête de Noël n'était pas le commencement. C'était juste le moment où j'ai finalement arrêté de faire semblant que le commencement n'avait pas eu lieu. Je m'appelle Elena Marrow. J'ai 38 ans. Je dirige un cabinet d'enquête financière appelé Marrow et Associés depuis un bureau du centre-ville que j'ai construit à partir de rien après la fin de mon mariage. Et ma famille a passé environ 4 mois à se montrer compréhensive à ce sujet avant de décider qu'une femme divorcée avec 2 enfants et sans mari était un type de problème spécifique qu'ils ne savaient pas comment catégoriser. Ma fille s'appelle Ren. Elle a 8 ans. Elle a la mâchoire de son père, mon obstination, et un rire qui semble venir de quelque part de plus vieux qu'elle. Mon fils s'appelle Théo. Il a 11 ans. Il lit tout, ressent tout, et a passé les 2 dernières années à développer une force tranquille qui me brise le cœur précisément parce que je sais où il l'a apprise. Nous avions assisté au Noël de la famille Marrow pendant toute leur vie. Mes parents, Gareth et Sylvie Marrow, vivent dans une maison coloniale du côté nord de la ville qui a été le théâtre de chaque réunion de famille importante dont je puisse me souvenir. Gareth est un ingénieur en structure à la retraite qui se comporte toujours comme un homme dirigeant une réunion. Sylvie est le genre de mère qui enregistre tout sur son appareil photo et qui choisit ensuite les souvenirs qu'elle conserve. Ma sœur Dileya a 42 ans, est impeccablement apprêtée et mariée à Prescott Hale, qui dirige la division des opérations régionales d'une fondation de recherche pharmaceutique appelée Groupe Ventress. Prescott Hale, retenez ce nom. Dileya et Prescott ont un fils, Beckett, 13 ans, qui a la confiance de son père et le talent de sa mère pour la cruauté, et qui faisait des commentaires discrets sur les vêtements de Ren et Théo, leur école, leur appartement et l'absence d'un père à la maison depuis environ 3 ans avant ce Noël. Je l'avais remarqué, me disant que c'était des enfants qui faisaient des choses d'enfants, me disant que Dileya corrigerait la situation si cela devenait trop grave. La première fois que j'ai réalisé que j'avais tort à ce sujet, c'était à l'Action de grâce 2022, lorsque Beckett a dit à Théo que ses chaussures étaient du genre que portent les enfants pauvres, et Dileya, à 4 pieds de distance, n'a rien dit. Pas un mot. Elle a tendu le bras devant Beckett pour prendre un petit pain et a continué à parler de rénovation à ma mère. J'ai pris Dileya à part après, et je lui ai dit que Beckett devait être repris. Elle m'a regardé avec cette patience particulière qu'elle réservait aux situations dont elle avait déjà décidé qu'elle n'était pas son problème. C'est un enfant, Elena. Ne fais pas de chaque chose une affaire fédérale. C'était l'expression qu'elle a utilisée, affaire fédérale. Je l'ai rangée quelque part au fond de mon esprit et je n'y ai plus pensé pendant des mois. La deuxième fois que j'ai réalisé que j'avais tort, c'était à Pâques 2023, lorsque ma mère a remis à Beckett et aux autres invités de Dileya des paniers de Pâques élaborés, et a remis à Ren et Théo un billet de 5 $ chacun dans une enveloppe. Ren a tenu la sienne, a regardé le panier d'où Beckett tirait déjà des bonbons, puis a regardé l'enveloppe, puis m'a regardé avec ses yeux de 8 ans qui apprennent encore à cacher ce qu'ils ressentent.
Je lui ai dit que le panier était pour les grandes familles et que la nôtre avait juste la bonne taille. Et elle a hoché la tête parce qu'elle a 8 ans et qu'elle me fait confiance, et j'ai eu envie de passer ma tête à travers un mur. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison en silence avec 2 enfants silencieux, et je me suis dit que ce n'était rien, que Sylvie avait mal compté, que c'était un accident. Ce n'était pas un accident. La 3e fois que j'ai réalisé que j'avais tort, c'était en octobre lorsque je suis tombé sur ma cousine Bridget dans un café, et qu'elle a mentionné avec désinvolture, de la façon dont les gens mentionnent les choses en supposant que vous le savez déjà. Que Dileya disait à la famille depuis 2 ans que j'avais des difficultés financières après le divorce. Qu'elle avait dit à mes parents que je maintenais à peine le cabinet à flot. Qu'elle avait dit à Gareth et Sylvie que les enfants avaient besoin d'une stabilité qu'ils n'obtenaient pas. J'ai posé ma tasse de café très soigneusement. J'ai dit, quoi? Bridget est devenue silencieuse, de la façon dont les gens deviennent silencieux lorsqu'ils réalisent qu'ils ont dit quelque chose qu'ils ne peuvent pas retirer. Mon cabinet avait rapporté 2,3 millions au cours du précédent exercice financier. Je conduisais une Volvo entièrement payée. Ren et Théo allaient dans une école privée que je payais intégralement chaque septembre. Je n'avais pas de difficultés. Je n'avais jamais eu de difficultés. Mais dans la version de la réalité de Sylvie et Gareth, soigneusement entretenue et régulièrement mise à jour par Dileya, j'étais l'exemple à ne pas suivre. L'exemple à ne pas suivre ne reçoit pas de panier de Pâques. Je n'ai pas confronté Dileya à ce sujet. Pas à ce moment-là. J'avais quelque chose de plus grand qui se préparait, car 4 mois avant Noël, en août, j'avais été engagé par un organisme de surveillance fédérale pour mener un audit d'investigation du fonds de recherche pharmaceutique du groupe Ventress. Et dans les 6 semaines suivant le début de cet audit, j'avais trouvé les empreintes digitales de Prescott Hale sur 4,2 millions de dollars qui n'auraient pas dû être déplacées de la façon dont ils l'avaient été. Je veux être précise à ce sujet, car la précision est toute ma profession. Le groupe Ventress gérait un fonds de recherche destiné à la supervision des essais cliniques. L'argent provenait d'une combinaison de dotations privées et d'allocations de subventions fédérales, ce qui signifiait qu'au moment où il était mal utilisé, il franchissait la ligne de la fraude civile pour entrer dans le territoire criminel fédéral. Mon travail au départ consistait simplement à évaluer si les contrôles internes du fonds étaient adéquats. Ils ne l'étaient pas. Pas du tout. Ce que j'ai trouvé à la place était un modèle si méthodique qu'il avait une sorte d'élégance sinistre. 3 sociétés à responsabilité limitée incorporées dans des États différents, à 18 mois d'intervalle, chacune enregistrée sous une variation du nom de Dileya Hale. Dileya Hale, des Adair, consultation Adair Hale. Des signatures d'approbation de fournisseurs sur des contrats d'une valeur de 800 000 $ qui, lorsque j'ai extrait les originaux, avaient été falsifiés. De bonnes falsifications, mais des falsifications. L'argent coulait du fonds de recherche vers les sociétés à responsabilité limitée, puis était dispersé vers une constellation de comptes plus petits avant d'être réinvesti dans des biens immobiliers. Et l'un de ces biens immobiliers était une propriété de retraite enregistrée au nom de mon père, Gareth Marrow, utilisée comme garantie dans une transaction qu'il avait signée sans, j'en étais presque certaine, comprendre ce qu'il signait. Je suis resté avec cette information pendant 2 semaines avant de pouvoir y penser clairement. Mon père avait été utilisé. Sa signature, sa propriété, sa confiance, intégrée dans l'architecture de Prescott sans sa pleine compréhension. Gareth a 71 ans et fait confiance aux documents que lui présentent les personnes qu'il aime. Prescott le savait, et s'en était servi. En octobre, j'ai fait quelque chose que j'allais remettre en question plus tard. Je suis allé voir Dia en privé, avant que quoi que ce soit ne devienne officiel, avant que les assignations ne soient rédigées ou que l'équipe fédérale ne soit complètement rassemblée. Je me suis assise en face de ma sœur dans un café à 2 miles de chez elle et je lui ai dit, aussi clairement et simplement que je le pouvais, que Prescott avait de sérieux ennuis et qu'elle devait lui trouver un avocat immédiatement. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table pendant un long moment. Puis elle a ri. Pas un rire nerveux, pas un rire incrédule. Un vrai rire plein venant de la poitrine. Le rire d'une femme qui vient d'entendre quelque chose qu'elle considère en dessous d'elle. Tu es jalouse, a-t-elle dit. Tu as toujours été jalouse que Prescott ait vraiment réussi sa vie. Tu vas fabriquer une petite enquête pour pouvoir te sentir pertinente. Je l'ai regardé. Dileya, j'essaie de te protéger. Ton nom figure sur 3 sociétés à responsabilité limitée qui vont apparaître dans une affaire fédérale. Mon nom figure sur des structures commerciales que mon mari gère. C'est tout à fait normal.
Pas quand ces structures sont des véhicules pour la fraude. Elle a pris son sac et s'est levée. J'en ai fini avec cette conversation. Et honnêtement, Elena, fais-toi aider. Le divorce t'a rendu amère et cela commence à affecter la façon dont tu vois tout. Elle est sortie. Je suis resté assise là pendant un moment, très immobile, puis j'ai payé les 2 cafés, je suis retourné à mon bureau et j'ai appelé mon enquêteur principal, un ancien agent spécial du service des impôts nommé Thomas Vega. Il avait 22 ans d'expérience dans les crimes financiers et la disposition d'un homme qui trouvait tout légèrement intéressant et rien de particulièrement surprenant. Elle n'a pas mordu, lui ai-je dit. Non, a-t-il dit, ils ne le font jamais. Nous avons continué. Thomas avait construit la chaîne de preuves à mes côtés depuis septembre. Il était méticuleux, de la façon particulière dont les personnes qui ont témoigné dans un tribunal fédéral des dizaines de fois sont méticuleuses. Tout était daté, tout était sourcé, chaque élément de documentation se trouvait dans une chaîne de possession qu'un avocat de la partie adverse passerait des mois à essayer de briser, sans succès. Il avait extrait les documents originaux des sociétés à responsabilité limitée, recoupé les dates d'approbation des fournisseurs avec les registres de calendrier interne montrant que Prescott était hors de l'État, et retracé 4 virements bancaires à travers 2 juridictions. Notre contact du côté fédéral était l'agente spéciale Rosamund Achebe, de la division des crimes financiers du Bureau fédéral d'investigation. Basée au centre-ville depuis 12 ans, c'était une femme qui communiquait presque entièrement par des courriels de 2 phrases, arrivait aux réunions avec un bloc-notes légal et aucune bouteille d'eau, et repartait après avoir dit exactement ce qui devait être dit et rien d'autre. Elle avait été assignée à l'affaire Ventresse en septembre après qu'une enquête parallèle du département de la santé et des services humains eût signalé les irrégularités du fonds de recherche grâce à leur propre processus d'audit. Rosamund et moi avions déjà travaillé côte à côte 2 fois auparavant. Elle connaissait ma méthodologie. Elle faisait confiance à ma documentation. Lorsque je lui ai apporté le dossier complet en novembre, les sociétés à responsabilité limitée, les signatures falsifiées, les relevés de transactions, la propriété en garantie liée à mon père, elle l'a lu pendant 40 minutes sans parler. Puis elle a dit, « Quand voulez-vous les assignations ?» Je lui ai dit que j'avais besoin d'attendre après la nouvelle année, que j'avais d'abord des affaires personnelles à régler. Elle m'a lancé un regard qui disait qu'elle trouvait cela intéressant sans le dire, a écrit quelque chose sur son bloc-notes légal, et c'était tout. J'avais le calendrier. J'avais la documentation. J'avais un agent fédéral avec 12 ans d'expérience dans les crimes financiers qui croyait en l'affaire. Et puis ma famille a fêté Noël. La fête a eu lieu chez mes parents, comme toujours. Nous sommes arrivés à 4h00 de l'après-midi. Reine dans une robe en velours vert qu'elle avait choisie elle-même. Théo dans une chemise boutonnée qu'il avait réellement repassée. Moi, dans quelque chose de présentable sur quoi Dileya trouverait une raison de faire un commentaire. Prescott nous a accueillis à la porte avec le sourire qu'il portait lors des événements. Large, théâtral, d'une durée légèrement trop longue. Le salon était arrangé comme il l'était toujours. Les cadeaux empilés sous le sapin, organisés par groupe familial. Les cousins Collins, le surnom de Dileya pour le groupe social de Beckett, ce qui m'avait toujours paru étrange puisque personne dans la famille ne s'appelle Collins, formaient un cercle lâche près de la cheminée. Mes parents se déplaçaient entre la cuisine et la salle à manger avec l'agitation particulière des gens qui savent exactement ce qui va se passer et ont décidé de ne pas s'en mêler. J'ai vu les cadeaux avant Reine. Il y avait des cadeaux dans chaque coin de cette pièce, des sacs étiquetés et des boîtes enrubannées organisées par nom. J'ai examiné les piles de la même manière que je scannais les feuilles de calcul, à la recherche de l'anomalie, de l'aberration, de la chose qui ne correspond pas. Les noms de mes enfants ne figuraient sur aucun paquet. Je me suis dit que j'avais tort, que j'avais manqué quelque chose. Je me suis dit que Sylvie les avait organisés différemment cette année, qu'ils étaient dans une autre pièce, que j'étais paranoïaque de la façon spécifique qui vient du fait d'être professionnellement méfiante des choses depuis 11 ans. Je n'étais pas paranoïaque. À 5h30, Sylvie a annoncé qu'il était temps d'ouvrir les cadeaux. Elle l'a fait avec l'appareil photo déjà levé, déjà en train d'enregistrer. Beckett a déchiré la première boîte, un équipement de jeu vidéo du genre qui coûte $400, et la pièce a explosé de joie. D'autres cousins ont suivi, du papier partout, des rires. Sylvie se déplaçait dans le chaos avec la caméra en commentant. Reine était assise sur sa chaise. Elle a regardé le sol, puis les autres enfants, puis ses propres genoux vides. Théo s'est assis à côté d'elle,
a posé sa main sur son bras et a fixé un point au loin avec l'expression particulière d'un garçon de 11 ans qui a décidé que pleurer devant ces gens n'est pas quelque chose qu'il fera. Beckett les a surpris en train de regarder. Il a 13 ans et il a les instincts de son père, ce qui signifie qu'il sait exactement quand il a un public. Il a regardé directement mes enfants. Je suppose qu'ils n'ont rien mérité cette année, a-t-il dit. La pièce a continué de bouger, de rire, de verser du vin. Ma mère a baissé son appareil photo. Pas dans l'alarme, pas pour corriger. Elle l'a baissé de la manière spécifique qui signifie que vous venez de capturer ce que vous vouliez et que vous êtes satisfaite. Eh bien, a-t-elle dit, calme, sans hâte. Un calme de dimanche matin. Certains enfants font la fierté de leurs grands-parents. Le visage de Reine s'est décomposé. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Silencieusement. La façon dont les enfants de 8 ans s'effondrent lorsqu'ils essaient si fort de ne pas le faire que l'effort lui-même devient l'effondrement. Sa mâchoire a tremblé, ses yeux se sont remplis. Elle s'est détournée de la pièce pour que personne ne puisse la voir, ce qui signifiait qu'elle s'est tournée vers moi. Et j'ai regardé ma fille essayer de disparaître à l'intérieur d'elle-même à la table à manger de sa grand-mère, à Noël. Quelque chose est devenu très calme dans ma poitrine. Pas chaud. Froid. Le genre de froid qui ne part pas. Je me suis levé lentement. J'ai pris le manteau de Reine au dos de sa chaise, j'ai tendu la main à Théo. Il l'a prise sans hésitation. Dileya m'a vu depuis l'autre bout de la table. Elle a souri. Ce sourire particulier. Celui qu'elle perfectionne depuis 30 ans. Celui qu'elle sort pour les moments où elle a décidé qu'elle a gagné. Tu as oublié quelque chose, ai-je dit. Ah bon, a-t-elle dit. Beckett a jeté du papier cadeau en l'air. Peut-être que l'année prochaine ils le mériteront. Mon père a levé les yeux depuis le bout de la table. Elena, ne fais pas de scène. Vous en avez déjà fait une, ai-je dit. Dia s'est penchée en arrière sur sa chaise comme si elle regardait quelque chose qu'elle avait prévu et qu'elle trouvait légèrement divertissant. Tu es sérieusement contrarié pour des cadeaux. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit, je suis contrarié parce que tu as apprécié cela. Personne n'avait de réponse à cela. Gareth a fait un bruit, un ricanement de mépris, le son d'un homme qui a décidé que tout inconfort dans la pièce est de la faute de sa fille, et il est retourné à son vin. J'ai fait sortir mes enfants. Nous avons roulé pendant 20 minutes sans parler. J'avais mis le chauffage à fond, Reine avait arrêté de pleurer et Théo avait la tête contre la vitre, regardant passer les lampadaires. Mes mains étaient stables sur le volant. J'en étais consciente. De leur stabilité, de la tranquillité que je ressentais. Puis la voix de Théo est venue de la banquette arrière, très basse. Maman, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? J'ai garé la voiture sur le côté, je l'ai mise en position de stationnement, je me suis retourné et j'ai regardé mon fils et ma fille sur la banquette arrière. Non, ai-je dit. Vous n'avez rien fait de mal. Reine s'est essuyé le visage avec le dos de sa main. Alors pourquoi nous déteste-t-il? Je n'ai pas répondu, car la vraie réponse était qu'il ne détestait pas mes enfants. Il ne pensait pas assez à mes enfants pour les détester. Ils avaient fait de mes enfants des accessoires dans une performance sur la hiérarchie, l'appartenance et sur qui a le droit de sentir qu'il compte. Reine et Théo étaient l'espace négatif dans l'image. Leur vide rendait la plénitude des autres plus visible, plus satisfaisante. Vous ne pouvez pas avoir de nantis sans quelqu'un qui n'a rien. Je ne pouvais pas expliquer cela à une enfant de 8 ans. Je ne pouvais pas non plus expliquer que l'homme qui avait organisé cette fête allait se réveiller dans 2 semaines avec une assignation fédérale portant son nom. Je les ai ramenés à la maison, j'ai fait du chocolat chaud, je les ai mis au lit, j'ai embrassé leur front dans le noir. Reine a attrapé ma main avant que je puisse quitter sa chambre, l'a tenue un instant puis l'a lâchée. La façon dont elle le fait quand elle décide que ça va aller. Je suis descendu dans la cuisine sombre. Le dossier de l'affaire fédérale était dans un sac verrouillé dans mon bureau à domicile. Je ne suis pas allé le chercher. Je n'en avais pas besoin. J'en connaissais chaque détail par cœur, de la façon dont on mémorise quelque chose à l'intérieur duquel on a vécu pendant 6 mois. J'ai ouvert la discussion de groupe familial sur mon téléphone, j'ai tapé « Ne nous invitez plus jamais. Nous ne sommes pas votre blague. Votre cadeau est déjà en route. » Je l'ai envoyé. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la table. J'ai compté jusqu'à 3.
Le téléphone a commencé à vibrer avant que je n'arrive à deux. Prescott a appelé en premier 6 fois de suite. Puis ma mère en pleurant. Puis Dileya ne pleurant pas, hurlant un seul mot sur ma boîte vocale encore et encore dans différentes configurations. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» Mon père a appelé une fois, a laissé un message sur le ton formel qu'il utilise pour les choses qu'il considère comme administratives. « Elena, j'apprécierais un appel de retour à ta convenance. » Cela semble avoir causé une certaine confusion. 32 appels manqués, 19 messages textes, 4 messages vocaux, et un message de Prescott, distinct des appels, envoyés de son numéro personnel à 11h04 du soir. Quel cadeau? J'ai regardé ces deux mots dans le noir pendant un long moment. Il avait peur. Le message avait la qualité d'un homme essayant de paraître désinvolte et arrivant à quelque chose qui ressemble à une fenêtre ouverte à un étage élevé. Je n'ai rien répondu. Je suis allé me coucher. Le matin, j'ai déposé Ren et Théo à l'école, j'ai conduit jusqu'au centre-ville, je me suis garé à ma place habituelle et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 17e étage. Mon assistante, une jeune femme perspicace nommée Cora Bright, qui travaillait avec moi depuis 3 ans et communiquait principalement par une efficacité propre et une observation dévastatrice occasionnelle, m'a remis une épaisse enveloppe dès que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Le coursier a déposé ça à 8.15, a-t-elle dit. Le bureau de Rosamund Achebe l'a envoyé. Je l'ai porté jusqu'à mon bureau, je me suis assise, je l'ai ouverte. Des assignations fédérales signées par un juge magistrat fédéral l'après-midi précédent. Prescott Elliott Hale, Dileya Adair Hale, et 3 sociétés à responsabilité limitée nommées. Finalisé, exécuté, légal. Magnifique. Thomas est apparu dans l'embrasure de ma porte à 9h00 du matin avec 2 cafés. Il en a posé un sur mon bureau et a regardé l'enveloppe. Le jour J, a-t-il dit. Le jour J, ai-je confirmé. Il a hoché la tête comme un homme qui coche quelque chose sur une liste qu'il a dans la tête depuis un moment, a pris son café et est retourné à son bureau. À 11h47 du matin, j'examinais de la documentation secondaire lorsque la voix de Cora a retenti dans l'interphone. Il y a un homme en bas qui dit qu'il a besoin de vous parler. Il n'a pas de rendez-vous. Il dit s'appeler Prescott Hale et que c'est urgent. Je lui ai dit de le faire monter. Il a franchi la porte de mon bureau en ayant l'air d'un homme qui n'avait pas dormi et qui avait passé les heures qu'il aurait pu utiliser pour dormir à essayer de trouver un angle d'approche qui fonctionnerait, pour n'en trouver aucun. Son manteau était cher. Du Loro Piana gris anthracite, le genre de manteau qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Et il transpirait à travers ce manteau en décembre, ce qui constituait en soi un type d'information. Il a regardé autour de mon bureau, le mur de diplôme, le système de classement, l'a vue. C'est votre cabinet, a-t-il dit. Il l'est depuis 7 ans. Il s'est assis en face de moi sans y avoir été invité, ce qui était une habitude de sa part que j'avais toujours trouvée informative. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il dit. J'ai envoyé un message, ai-je dit. Tu as menacé ma famille. Non, ai-je dit. Tu as menacé ta famille au moment où tu as commencé à voler dans un fonds de recherche fédéral et à enregistrer les véhicules au nom de ta femme. Son visage a changé. Pas de manière dramatique. Une chute subtile dans l'architecture autour de ses yeux. Le changement spécifique d'un homme qui a fonctionné avec l'espoir que la personne de l'autre côté de la table a moins que ce qu'elle semble avoir, et qui vient de réaliser que cet espoir était faux. Tu n'as pas de preuves, a-t-il dit. J'ai presque ressenti quelque chose. Pas vraiment de la pitié. Plutôt le sentiment particulier de regarder tomber une pièce d'échec que vous avez mise en position pendant longtemps. 3 sociétés à responsabilité limitée sous le nom de Dileya, ai-je dit. Des signatures d'approbation de fournisseurs falsifiées sur des contrats totalisant 817 000 $. J'ai fait authentifier les originaux par rapport aux échantillons de signatures connus de Prescott Hale par un examinateur de documents, le Dr Callum Reyes. 14 ans d'expérience dans l'examen de documents contestés, expert qualifié dans 4 juridictions fédérales. Les falsifications sont compétentes mais distinguables au 3e niveau d'analyse des traits. J'ai fait une pause. Et puis il y a la garantie. Quelque chose s'est déplacé sur son visage. La propriété de retraite de mon père, ai-je dit, utilisée comme garantie dans une transaction qu'il a signée sans comprendre ce qu'il signait. J'ai le document original. J'ai sa déclaration de déposition prise il y a 6 semaines par Thomas Vega,
un ancien agent spécial du service des impôts avec 22 ans d'expérience dans les crimes financiers, dans laquelle mon père confirme qu'il n'a pas reçu d'explication en langage clair de ce qu'il autorisait. Prescott s'est levé. Si cela devient public, a-t-il dit, tout le monde sera détruit. Dit Leia, tes parents. Mon père est un témoin coopérant, ai-je dit. Il a été escroqué. Il est protégé. Helena. Tu as choisi la mauvaise femme à sous-estimer, Prescott. Il a tendu le bras pour attraper le mien à travers le bureau. J'ai retiré sa main avec la précision particulière de quelqu'un qui fait cela depuis longtemps et qui ne trouve cela ni effrayant ni particulièrement intéressant. Il est parti. À 2h15 de l'après-midi, l'agente spéciale Rosamund Achebe et 3 membres de son équipe ont exécuté des mandats de perquisition dans les bureaux régionaux du groupe Ventress. Les employés se sont déversés dans la rue. Quelqu'un qui se trouvait dans le bâtiment à ce moment-là a appelé une chaîne de télévision locale. Le premier fourgon d'information est arrivé à 2h52 de l'après-midi. À 6h00 du soir, l'histoire était sur tous les grands médias. Un cadre local sous enquête fédérale pour fraude de plusieurs millions de dollars. Le fonds de recherche du groupe Ventress au centre d'un stratagème de détournement de fonds présumé. J'ai lu les articles à mon bureau avec Cora regardant par-dessus mon épaule. Nous étions toutes les deux silencieuses. Enfouies au bas du 4e paragraphe du 3e article, sous une section décrivant les origines de l'enquête, se trouvait une seule ligne. Consultante principale en investigation financière sur l'affaire, Helena Marrow, fondatrice de Marrow et Associés. Cora est restée silencieuse pendant un moment. Ils vous ont appelé la fille divorcée à Pâques, a-t-elle dit. Elle avait entendu l'histoire de Pâques lorsque j'étais revenu au bureau ce mois d'avril-là d'une humeur particulière. Ils l'ont fait, ai-je dit. Qu'est-ce que ça fait? J'ai pensé au visage de Ren. La façon dont il s'était décomposé silencieusement. La façon dont Théo avait attrapé sa main et fixé le sol parce qu'il avait 11 ans et qu'il avait décidé qu'il ne les laisserait pas le voir pleurer. Ça fait l'effet que c'est suffisant, ai-je dit. Mon téléphone s'est illuminé. Dit Leia, ma mère, Gareth, des cousins, de la famille, des amis. L'écran s'est rempli comme la nuit précédente. Une cascade de noms que je connaissais depuis toujours. Tous ayant soudainement besoin de quelque chose de ma part. Je l'ai regardé un instant. Puis j'ai vu une notification d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Un message texte envoyé à 6h34 du soir qui disait « Ils ne sont pas les seuls à avoir utilisé vos enfants. Vous devez voir ce que j'ai trouvé. » J'ai posé mon téléphone, j'ai relu le message. Le numéro était local. La formulation était spécifique. Non pas j'ai des informations ou appelez-moi, mais utilisez vos enfants, ce qui était un choix de mots particulier qui ne ressemblait pas à une tentative de pêche aux informations. Je l'ai transféré à Thomas. Il a répondu en 4 minutes. Je vais vérifier le numéro. Ne répondez pas encore. En 40 minutes, il avait un nom. Ferry Adler, 49 ans. Ancien auditeur interne au groupe Ventress, qui avait démissionné il y a 14 mois. Avant que je ne sois engagé, avant que tout cela ne devienne officiel. J'ai fixé cette chronologie. Un auditeur interne qui a démissionné il y a 14 mois, qui avait mon numéro privé, que je n'avais donné à personne au groupe Ventress, et qui n'était pas répertorié publiquement. Qui avait attendu le jour des mandats de perquisition pour me contacter, qui avait observé cela longuement et attentivement, et choisi ce moment exact. J'ai appelé Rosamund Achebe. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Ferry Adler, ai-je dit. Une pause brève, juste assez longue. Nous l'avons cherché, a-t-elle dit. Les prochaines 72 heures sont encore partiellement sous scellées, alors je vais vous dire ce que je peux. Ferry Adler avait été le premier à découvrir les sociétés écrans. Il l'avait signalé au conseil de conformité interne du groupe Ventress il y a 14 mois. Il l'avait discrètement licencié au lieu d'agir. Une histoire si familière dans les affaires de crimes financiers que Thomas avait émis un son audible lorsque je l'ai décrite, quelque part entre un soupir et un rire. Adler avait tout gardé. Chaque document qu'il avait signalé, chaque courriel qu'il avait envoyé à la conformité, chaque réponse qu'il avait reçue. Il avait attendu une enquête officielle à laquelle il pourrait les apporter en toute sécurité. Et au moment où il a vu l'équipe de Rosamund Achebe entrer dans les bureaux de Ventress, il a su que le moment était arrivé. La phrase « Utilisez vos enfants » dans le texte n'était pas métaphorique.
Parmi les documents d'Adler se trouvait une chaîne de courriels datant de 16 mois entre Prescott et un membre du conseil d'administration de Ventress discutant de l'audit d'investigation en attente que l'organisme de surveillance fédéral envisageait de lancer. La préoccupation de Prescott, exprimée par écrit, était qu'une enquêtrice nommée, moi, Elena Marrow, nommée spécifiquement, serait probablement engagée si l'audit allait de l'avant. Il m'a décrite comme problématique. Il a noté dans le même fil de courriel que mon cabinet traversait une période financière difficile après le divorce et que ma crédibilité en tant qu'enquêtrice pourrait être minée de manière proactive si les bonnes personnes communiquaient les bonnes choses au comité de sélection de l'audit. Il avait nourri ma famille de l'histoire selon laquelle j'étais en difficulté. Garrett et Sylvie, et par eux Dileya, et par Dileya toute la famille. Cela n'avait pas commencé par la jalousie de Dileya ou la façon particulière de ma mère de catégoriser ses filles. Cela avait commencé avec Prescott qui avait besoin de me discréditer et qui avait trouvé le point d'entrée le plus facile possible. La fierté de ma mère, l'inquiétude de mon père et la volonté de ma sœur de croire le pire de moi. Il avait utilisé la dynamique de ma famille comme une arme, et ma famille, sans comprendre qu'ils étaient une arme, s'était dirigée vers mes enfants. J'ai lu les documents d'Adler dans mon bureau à 11h00 du soir, la nuit où les mandats ont été exécutés. Thomas était assis en face de moi. Cora était rentrée chez elle il y a des heures. Mes mains étaient complètement immobiles. Thomas m'a regardé de l'autre côté du bureau. Vous saviez que quelque chose clochait, a-t-il dit. C'est pour cela que vous êtes allé voir Dileya en privé en octobre. Je pensais que c'était la famille. Je ne pensais pas que c'était de l'architecture. C'était les deux, a-t-il dit. Il avait raison. C'était les deux. Prescott avait pris une structure préexistante. La hiérarchie de ma famille, l'appareil photo de ma mère qui capturait les petits-enfants qui faisaient sa fierté, la croyance fondamentale de ma sœur que j'étais la version inférieure d'elle-même. Et il l'avait chargée et visée. Il n'avait pas construit l'arme. Il l'avait juste trouvée là et l'avait utilisée. C'est en soi une sorte d'horreur. Prescott Elliott Hale a été inculpé de 7 chefs d'accusation de fraude électronique fédérale, de 3 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de 2 chefs d'accusation de dépôt d'instruments financiers frauduleux. Son avocat a plaidé non coupable. La date du procès est en attente. Dileya n'a pas été inculpé. Son nom sur les sociétés à responsabilité limitée était, comme mon enquête l'avait conclu, le résultat des actions de Prescott plutôt que de sa propre participation directe. Elle ne savait rien des sociétés écrans, ce que j'avais dit à Rosamund dès le début, et ce que les preuves soutenaient. Cela ne l'a pas fait se sentir mieux à mon égard. Elle ne m'a pas parlé depuis les mandats. Je suis en paix avec cela, ce qui m'a surprise lorsque j'ai découvert que je l'étais. La propriété de retraite de mon père Garrett a été sécurisée contre la transaction grâce à sa coopération en tant que témoin. Il m'a appelé 3 semaines après l'inculpation. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Il a pleuré de la façon dont les hommes de sa génération pleurent. Brièvement, presque silencieusement, et puis c'est fini et il n'en parle plus jamais. Il a dit qu'il était désolé. Je l'ai cru. Sylvie n'a pas appelé. Je pense à Beckett parfois, 13 ans, regardant son père être évacué d'un cycle d'information, apprenant que l'homme sur lequel il prenait modèle était une fraude. Il n'y a rien de satisfaisant dans cette partie. Il y a juste un enfant qui méritait de meilleurs parents que ceux qu'il a eus, ce qui est en soi une sorte de perte. Ren et Théo savent que Prescott a des ennuis judiciaires. Je l'ai expliqué de la façon dont on explique ces choses aux enfants. Soigneusement, de manière appropriée à leur âge, avec la vérité au centre. Ren m'a demandé si nous pouvions quand même aller chez grand-mère Sylvie pour Noël l'année prochaine. Je lui ai dit que nous ferions quelque chose de mieux, quelque chose qui serait juste à nous. Elle y a réfléchi. Comme quoi, a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Nous l'inventerons. Elle a semblé véritablement satisfaite de cela, ce qui est le truc avec Ren. Elle prend l'avenir au sérieux. Elle y croit. Théo est de la même manière dans son style plus calme. Nous sommes en mars maintenant, 4 mois depuis Noël. Mon cabinet vient de conclure un contrat de consultation important avec une société holding bancaire régionale. Thomas a reçu une reconnaissance de la division de Rosamund HB. Cora a eu une augmentation, qu'elle n'a pas demandée mais a absolument méritée. Ferry Adler est un témoin coopérant protégé et est retourné, m'a-t-on dit, travailler dans la conformité financière dans une entreprise d'un autre État.
Je porte mes diplômes discrètement. Je l'ai toujours fait. Je ne parle pas de mon travail lors des dîners de famille. Je ne mentionne pas les types de cas ou les catégories de clients ou le travail méthodique et écrasant spécifique consistant à démonter un crime financier fil par fil jusqu'à ce qu'il avoue. Je n'ai jamais eu besoin que la pièce sache ce que j'étais. La dramatique Elena, la fille divorcée qu'il prenait en pitié. Celle qui ne rentrait jamais tout à fait dans le tableau de famille. Je n'avais pas besoin qu'ils sachent, mais ils savent maintenant. Ils m'ont toujours sous-estimé. Avant, je souhaitais qu'ils ne le fassent pas. Maintenant, je sais que ce qui ressemblait à un désavantage n'était qu'une piste de décollage plus longue. Vous m'avez laissé construire tout le dossier avant de vous rappeler que j'existais. C'était votre première erreur. La deuxième a été le visage de reine à Noël. Vous n'avez pas le droit de provoquer ce visage et de me traiter de dramatique. Je n'ai pas besoin que vous vous excusiez. Je n'ai pas besoin d'avoir ma place à table. J'avais juste besoin que vous compreniez enfin quelque chose qui a toujours été vrai. Je ne suis pas la fille inférieure. Je ne l'ai jamais été.